Bienvenue dans The Big Shift, Thomas. Merci. Je suis ravi d'enregistrer cet épisode avec un autre podcasteur. De temps en temps, j'enregistre avec des podcasteurs, tu vois, mais souvent des gens qui font des podcasts d'interview. Toi, je pense que t'es le seul podcasteur aux 400 000 écoutes dont personne ne connaît la voix, je pense. Donc c'est hyper intéressant d'avoir ton point de vue sur ce milieu, et puis du coup sur le fait que t'as un podcast d'aventure. On a enregistré le premier épisode de septembre, là, donc on pourrait dire de cette nouvelle saison, avec Antoine et Andalen d'un jeune compte Instagram qui s'appelle Écologie et qui est en train de se développer. Ils font des micro-aventures, des aventures. Ils partent beaucoup à vélo et en rando. Et du coup, j'avais envie de continuer cette série avec toi parce que j'ai encore envie de me sentir en été et de repartir à l'aventure. Et du coup, l'idée, voilà, c'est de comprendre comment est-ce que ton média, on va dire quel est ce podcast dont on parle, quel est ce média dont on parle. Et l'idée, c'est de se dire, ok, comment est-ce que ton média fait travailler tes auditeurs et ton audience pour se rapprocher de la nature. Et c'est ça qui va être intéressant dans cet épisode, c'est la connexion que vous avez entre ce média, la nature, l'aventure. Et c'est ça qu'on va raconter un peu aujourd'hui. Bienvenue dans The Big Shift, Thomas, et je te propose de te présenter, nous parler un peu de ton parcours. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait vachement plaisir. Et ouais, personne n'entend ma voix. Figure-toi que j'ai pas de micro, moi, quand j'enregistre les gens. Ouais. Quand je sais qu'ils ont jamais parlé dans un micro, parfois j'en prends un que je ne branche pas, juste pour les décomplexer et qu'ils aient pas l'impression que je les regarde et que j'attends une réponse de leur part. Peut-être en interview télé. Voilà, mais sinon je prends pas de micro. Mais c'est en backstage, c'est une interview comme une autre au final. Hein. On fait disparaître mes questions en post-prod, mais ça ressemble à ça. Mais bon, ça c'est les petits secrets qu'il faut pas dévoiler parce que sinon... Tout le monde ne veut pas les coulisses, voilà. Tu penses ? Moi, je pense que les gens ont envie un peu de savoir. On aime toujours être la petite souris qui se demande comment ça se passe de l'autre côté. Parfois, je pense que ça peut briser le charme. Tu vois, donc on fait peu de coulisses sur les baladeurs, on fait pas de petites vidéos sur les réseaux sociaux non plus, parce que on raconte des histoires qui sont censées transporter les gens. Et en fait, si je te la montre en vidéo, une personne parler dans le micro, tu vas te rendre compte que en fait c'est dans un bureau, sur une table, avec un micro. Alors que quand on te la raconte, au fond, on a réussi souvent à transporter dans un paysage très lointain. Et on aime bien cette idée de pas obliger les gens à revenir à la réalité avec des backstage, des petites vidéos et tout. Ouais, c'est très particulier à votre format du coup, effectivement, où on a envie où on se fait emporter, clairement. En fait, il vous faudrait votre petit studio dans un cabanon et que vous fassiez venir tous invités dans un refuge de haute montagne et que là vous pourriez éventuellement faire des petites vidéos coulisses, quoi. Voilà, exactement. Ça serait cool. Ouais. Ça serait c'est pour quand ? Ouais. Bonne question. On réfléchit à tout ça. Donc le podcast s'appelle Les Baladeurs. Oui, on l'a pas dit, effectivement. T'as posé la question et on a fait 500 000 écoutes au mois d'août, donc je suis content. Waouh. Ouais, c'est cool. C'est beaucoup plus que ce qu'on imaginait. En fait, d'année en année, ça nous surprend. Donc on est très content et voilà. Je sais plus trop ce que c'était la question. Présente-toi, ouais. Du coup, je m'appelle Thomas Fir, j'ai 36 ans. J'ai lancé les Others, donc un média pour les amoureux et amoureuses d'aventure en pleine nature, avec 2 potes en 2012. Donc ça fait un sacré bout de temps maintenant. Ça a été pendant 2 ans et demi un side project. Mes potes avaient des études en cours et moi je bossais dans le marketing et la communication pour un site de paris sportif qui s'appelle BetClick. Je pense que tu connais. Ouais, on connaît bien. Ouais. Voilà. Donc rien à voir avec ce que je fais. On connaît maintenant. Bien, j'utilise pas, mais on connaît parce qu'on le voit partout. Il y a plein de trucs. Et je bossais là-dedans. En fait, j'ai abandonné des études de maths, physique, informatique en plein milieu parce que ça me plaisait pas. En gros, je suis allé là-bas après le bac parce qu'on m'a dit t'es fort en maths et en physique. Donc regarde à la fac, il y a ce cursus maths, physique, informatique, et en fait qui prédestinait à être globalement, il y avait pas mal de débouchés, mais qui allaient tous un petit peu dans le même sens, qui était soit très spécialisé mathématiques, genre prof de maths, etc., soit plutôt développeur. En gros, c'est ce qu'ont fait les gens avec qui j'étais dans cette licence. Ouais. Et moi, j'ai abandonné, ça me plaisait pas. Et j'ai beaucoup joué au poker la nuit. C'était l'époque, la grande mode du poker. Et en fait, je gagnais ma vie avec ça. La fac me plaisait pas, j'ai arrêté d'aller à la fac. Et quelques temps après, puisque j'avais écrit quelques articles dans un magazine de poker, on m'a proposé de rejoindre BetClick, qui avait aussi un site de poker, pour être assistant du rédac chef de ce truc-là, quoi.
Et donc, vu que j'avais pas fait d'études et qu'on m'a proposé un CDI, mais que je viens d'une famille où un CDI c'était assez important, d'autant plus à l'époque, j'ai pris l'occasion. Et voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Ensuite, on a lancé les Others avec mes associés parce que nous, on est passionnés de nature, de montagne, de randonnée, d'escalade, etc. Et on avait envie, en habitant en ville, de ramener ça un petit peu plus dans notre quotidien, de partager ça avec les gens autour de nous. Et donc, on a simplement lancé un blog, trouvé un nom, lancé un blog et écrit quelques articles. Et puis après, c'est parti comme ça, quoi. Ok, tu te sentais du coup déjà aventurier quand tu étais dans tes études, ou est-ce que tu avais une envie de nature mais sans l'avoir assouvie, ou est-ce que tu étais déjà aventurier, grimpeur, alpiniste avant de lancer ce blog? Eh je l'étais pas vraiment. En fait, j'ai passé pas mal de temps dans la nature quand j'étais petit. J'ai grandi avec mon frère et ma sœur et ma mère dans un petit appart en région parisienne et on passait nos vacances dans des campings ou dans des gîtes de France, un peu dans la nature, quoi. Un petit peu je dirais par manque de moyens de pouvoir faire plus. Mais en fait, c'est quelque chose qui a quand même laissé une empreinte chez nous, de passer du temps dehors. En fait, c'est ça qu'on connaissait. C'était ça pour nous, les vacances. Et on a développé un certain attachement à la nature grâce à ça, quoi. Et donc, en arrivant bosser à Paris, et d'autant plus dans un milieu, pour le coup, très urbain, marketing... tu vois, pendant que je bossais chez BetClick, j'ai accompagné des joueurs de poker à Vegas. Enfin, tu vois, du coup, je me suis un peu éloigné de ce truc-là. Surtout que j'habitais dans une banlieue avec pas mal d'espaces verts qui s'appelle Maison Lafitte, qui est une banlieue riche en plus, dans laquelle on a eu la chance d'habiter. Et donc voilà, il y a eu un peu ce manque de nature. Mes deux potes, il y en a un qui est vraiment, lui, pour le coup, ses 2 parents sont guides de montagne. Il fait de l'escalade depuis qu'il a 3 ans. Il fait du ski de rando, machin. Mon autre pote, il a aussi une famille, des oncles, des tantes, tout le monde est alpiniste, etc. Donc eux, ils avaient vachement plus ce truc. Et moi, envie de retrouver un peu tout ça. Et envie aussi, je crois, entre potes de faire un truc entre potes et autour d'une passion commune, quoi. Vraiment, c'est toujours tes cofondateurs, les deux? Un des deux est resté, l'autre est reparti un petit peu sur le chemin parce que la route a été longue quand même entre 2012 et 2024. Il y a eu de très 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 nombreuses années sans salaire, sans quoi que ce soit, et en fait ça a quand même été assez dur à traverser. Et je crois que quand t'as beaucoup d'opportunités ailleurs, la question d'abandonner de temps en temps se pose. Il y a beaucoup de croisements sur le chemin. Ouais, voilà. Et du coup, lui, il a eu des belles opportunités. Il avait aussi envie à un moment de fonder une famille, etc. Et du coup, de un peu mieux gagner sa vie, d'avoir un boulot qui l'épanouissait aussi parfois davantage, parce que voilà, l'aventure entrepreneuriale, c'est très bien de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est quand même très dur. Donc voilà, je pense que il n'était pas forcément exactement à sa place, et à un moment, il est parti ailleurs, mais on a un associé qui l'a, entre guillemets, remplacé à peu près à la même époque. D'accord. Donc on est toujours 3, et on est toujours 3 passionnés de vélo, rando, escalade, nature au sens large, quoi. Et tu as ton histoire, elle me fait penser un peu à celle de Arthur Aubeuf, qui nous avait raconté son parcours aussi, avec un peu la fast life. Alors toi, c'est les applis de paris en ligne. Lui, c'était les réseaux sociaux américains, et du coup, aller à Vegas, aller à San Francisco, suivre des athlètes. Donc toi, des joueurs de poker. Qui est considéré un sport ou pas, où il y a juste les échecs encore, je sais plus. Je crois que c'était le grand débat quand j'y étais. Ouais, il y a un truc comme ça. Et alors, mais du coup, il y a un vrai truc, tu vois, de retour après à. Ok. Est-ce que toi, t'as eu un trop plein, ou est-ce que tu vois, parce que Arthur, c'est un peu le. Ok, maintenant, je peux plus, ça marche plus, il faut absolument que je m'en aille, sinon, sinon, ça va pas marcher pour moi, quoi. Et donc, est-ce que toi, t'as eu ce truc-là, ou est-ce que, en fait, comme t'avais les Others à côté. Pendant un moment, en side project, est-ce que du coup t'as fait une transition un peu plus chill, quoi? Alors juste avant, déjà j'aime beaucoup Arthur Aubeuf, je le connais un petit peu, on a eu la chance de se côtoyer, et on essaye de se capter quand on peut. Ouais. Et c'est vrai qu'il m'avait raconté un petit peu son histoire, que je trouve assez passionnante, et je trouve d'ailleurs qu'il a eu le courage, lui, de vraiment trancher. Là aujourd'hui, il a vraiment pris des décisions radicales que moi, pour le coup, j'ai pas encore prises. Et peut-être que je les prendrai pas d'ailleurs, mais voilà, il a vraiment
caper son salaire, décider d'aller se mettre dans un petit village de montagne. Enfin, vraiment, il a pris des décisions que je trouve vachement courageuses. Et d'ailleurs, il sort un livre là. Il l'a sorti, ouais. Ouais, ça y est. Il est sorti là. Ouais. Je l'ai pas reçu. Il s'appelle Le meilleur est à venir. À venir Voilà. en un seul mot. Exactement. Ah oui, juste ce que je voulais dire, c'est que pour la défense du poker, l'univers du poker est vraiment unsexy pour les gens qu'on est maintenant. Mais pour un jeune qui vient d'arriver dans le monde du travail, qui gagne ses premiers salaires, qui commence à habiter à Paris et tout, ça l'est pas tant. Et c'est même plutôt attirant. Et t'as comparé aux échecs. Je trouve que le poker a raison parfois, comme je viens de le dire, mais aussi à tort renvoie une image de jeu un peu bête et qui repose sur la chance. Et alors que c'est vraiment un jeu passionnant. Moi qui étais un peu dans cette histoire de maths et de tous ces trucs-là, vraiment le poker, j'ai vraiment kiffé. Et je pense que là, j'ai plus le temps et j'ai d'autres centres d'intérêt, mais je pourrais encore prendre du plaisir à y jouer. Il y a des trucs. Oui, c'est pas le jeu en soi, c'est un jeu de cartes, donc c'est pas le jeu le problème, c'est probablement tout l'univers qu'on a mis derrière. Et puis aujourd'hui, les grosses applis de paris en ligne qui font tous du poker, qui utilisent ça pour faire miroiter des gains à une grosse partie de la population pour les flouer et rempocher les poches des meilleurs. Et du coup, c'est une sorte de pyramide en soi aujourd'hui, ce genre de grosses applis. Bien sûr, mais encore une fois, le jeu en lui-même est vraiment passionnant. Oui, il y a la théorie du jeu, la pratique et tout, il y a plein de trucs géniaux. Bref, c'est pas tant le sujet, mais non, mais c'est vrai que moi, quand j'étais en études supérieures, j'avais une bonne partie de mes classes qui jouaient aussi. Parce que tu avais la possibilité de démarrer avec une mise de départ et que du coup, en fait, gratuitement, tu pouvais t'installer sur des tables et après commencer à faire tes propres gains. Donc évidemment, c'est hyper attrayant quand t'as pas eu tes premiers salaires, quoi. Ouais, clairement. Mais c'est sûr que l'univers, moi en tout cas, j'ai eu l'impression d'avoir assez vite fait le tour. Ouais. Et surtout, j'avais les Others en parallèle. Et les Others commençaient à grossir. Je commençais à m'ennuyer un peu dans mon taf. Je commençais à être de moins en moins en accord avec les valeurs dont tu viens de parler. Et voilà, à un moment, j'ai négocié une rupture co. En gros, au moment où nous, on a lancé un magazine papier. L'idée, donc, avec les Others qu'on a créé en 2012, on a commencé par les réseaux sociaux. On avait un petit WordPress. Et voilà, on écrivait des articles, des gens nous suivaient. Sur notre compte Facebook, il commençait à y avoir pas grand-chose, mais genre 6000 abonnés. À l'époque, c'était pas mal. On était contents et on a proposé à la communauté de lancer un magazine papier parce qu'on était aussi assez fans des magazines papier. Et à l'époque, c'était le renouveau de la presse indépendante. En gros, c'était vraiment, je pense, le top de l'époque où on faisait que dire que la presse se cassait la gueule. Enfin, c'était pas le top puisqu'en fait, on continue de le dire tout le temps, mais c'était vraiment le moment où c'était la rengaine, quoi. La presse se casse la gueule, c'est terminé, c'est fini, etc. Et en même temps, aux États-Unis, il commençait à y avoir un petit peu un renouveau avec un magazine qui s'appelle notamment Kinfolk, qui avait lancé justement ce truc des médias indépendants qui sortent un magazine tous les 3 mois ou tous les 6 mois, et avec un nouveau modèle économique, c'est-à-dire que ça coûte assez cher, mais le papier assez quali, ça se trouve dans les belles librairies et tout, et nous on était assez fans de tout ça, et donc on a lancé une campagne de financement qui s'est très bien passée, et le premier jour on a rempli l'objectif, je crois, sur 30 jours, et le soir je suis allé négocier ma rupture co pour qu'on se donne une vraie chance, quoi. Okay. Parce que t'as quand même tranché, en fait. En fait, on était 3, eux ils étaient encore en train de faire leurs études ou alors de commencer leur premier job. Moi j'avais déjà bossé pendant 2 ans et demi, 3 ans. Je sentais que si aucun de nous 3, et on était un peu d'accord là-dessus, se lançait à temps plein, on allait sortir un numéro, peut-être un deuxième et ça serait fini. Mais il fallait démarcher les boutiques, il fallait qu'il y en ait un qui se lance à temps plein. J'étais dans les meilleures dispositions moi pour le faire. J'habitais déjà avec ma copine qui gagnait bien sa vie. J'allais avoir le chômage. J'avais pas besoin de grand chose. Voilà, c'était le bon moment, quoi. Et donc j'ai quitté mon taf et je me suis mis à temps plein dans l'aventure, quoi. Et du coup, alors le groupe Les Others, c'est quoi aujourd'hui? Tu m'as parlé du magazine papier, on a parlé du podcast Les Baladeurs. Il y a quoi d'autre? Il y a tout un écosystème en ligne, évidemment. Donc il y a un site, des réseaux sociaux, une newsletter. Il y a le projet Recto Verso, donc on a lancé en 2021, qui est une carte méthode pour aider les gens à organiser leurs aventures en pleine nature, en France d'abord. Et là, on est en train de préparer le lancement de la version Europe qui sortira le 25 septembre, les précommandes. Et globalement, ça c'est toute la partie média. Et après, on a aussi une agence à côté avec laquelle on fait
la prod et de la com pour les marques et entités qui veulent communiquer autour de l'univers de l'outdoor. Ok. Voilà, donc je disais, ça peut être idéalement des marques outdoor, des équipementiers, des offices de tourisme, etc. Mais ça peut être aussi un petit peu plus large avec des marques qui veulent communiquer autour du terroir, du savoir-faire. Donc je parlais des montres ou des vins et spiritueux, etc. quoi. Et donc ça représente... alors le groupe, c'est peut-être un bien grand mot, mais en fait, finalement, c'est vrai qu'il y a pas mal d'activités différentes. Donc, De toute façon, quand on est un média, on est obligé de cumuler les différentes sources de revenus différentes parce qu'on peut pas s'en sortir avec un stream, avec un flux unique. C'est très très difficile et je le sais bien avec The Big Shift. Ben, alors complètement. Et d'ailleurs, le Covid l'a bien prouvé chez nous puisque en fait, ça permet d'être stable. Mais aujourd'hui, nous, notre média est rentable tout seul. Si l'agence n'existait pas, le média serait rentable. C'est juste que, en fait, ça nous permet d'être aussi plus stable. C'est-à-dire que quand il y a des problématiques, par exemple comme le Covid, il y a un pilier qui commence à moins bien marcher, il y a l'autre qui prend le relais. Potentiellement, un jour, on aura un problème avec le magazine papier, je sais pas, et on sera content que l'agence puisse prendre un petit peu le relais pendant quelques mois. Ça permet aussi de partager des bureaux, etc. Donc ouais, ça crée une stabilité. Mais aujourd'hui, chaque écosystème est rentable et on est assez content de ça, quoi. De pas justement devoir dépendre les uns des autres, mais de savoir qu'on peut compter sur les autres piliers si jamais il y a besoin. Ok. Moi, une des raisons pour lesquelles je t'ai proposé de venir dans le podcast, c'est parce que je suis fan des baladeurs. J'ai dû écouter 30 ou 40 épisodes, je pense. Et je voulais que tu me racontes qu'est-ce que c'est pour toi, tu as les baladeurs, qu'est-ce que tu essayes de mettre dedans et pourquoi est-ce que tu as créé ce podcast et ce format-là particulièrement? Alors pourquoi on l'a créé Je sais pas, peut-être si tu acceptes, peut-être qu'on mettra un extrait d'un épisode ou juste un extrait d'un moment un peu clé d'un épisode pour que les gens puissent se rendre compte s'ils sont pas encore passés sur le podcast dans le flux là. Ouais, avec plaisir, carrément. Donc Charlie qui est le capitaine, qui est un peu impressionnant et tout, il sait où il va, sa barbe. Il est vraiment adorable, mais c'est le capitaine qui tient son bateau, quoi. Et je lui dis, je sais pas trop, est-ce que je prends des médicaments ou pas pour le mal de mer, comment est-ce que je gère ce truc-là, parce que je te jure, j'ai une oreille interne qui est pas bien. Il me dit non, tu arrêtes tout de suite. Le mal de mer, c'est juste ton cerveau qui comprend pas pourquoi est-ce que ça ne bouge pas pareil dehors que est-ce que ça bouge à l'intérieur. Donc juste, tu vas lâcher prise. Et c'est tout. Et il va comprendre, en fait. Et je lui dis, il est super mignon avec ce truc de développement personnel, mais là, moi, j'ai envie de vomir, ça fait même pas 3 heures qu'on est parti. Donc, il me dit, plus t'étais incapable de lâcher prise avant le départ, plus t'étais dans un quotidien de contrôle, d'urgence, de tension, plus ça va être difficile. Là, je comprends que je vais passer des longues journées. Parce que j'étais au paroxysme de ça. J'incarnais ça, quoi. Pour des bonnes raisons, hein. Je veux dire, j'en étais fière. C'est parce que c'était pour me battre, pour l'environnement, tout ça. Mais oui, j'incarnais ce truc de l'urgence constante dans mon corps, dans la fille qui a jamais le temps, qui dort pas, qui prend 60 cafés pour tenir. Enfin. Et donc, il me dit, mais tu vas lâcher prise. Et prends pas de médicaments parce que sinon, ça va juste endormir tous tes sens. Tu vas faire que dormir et tu verras pas la traverser. Et tu peux le faire. C'est en toi. C'est juste toi et toi-même et ton cerveau et tes sensations et c'est tout, quoi. Et ok. Et du coup, je me dis ok. Et là, je passe 3 jours horribles. Je passe 3 jours à avoir une gueule de bois terrible. Mais où, quand je vomis, ça va pas mieux. Et j'ai juste envie de dormir, mais il me force à me dire faut manger, il faut que tu prennes des forces parce que si tu te déshydrates, t'es mignonne, mais on est en plein milieu de l'océan, là, on n'a pas ce luxe-là, ça peut devenir grave. Et je veux participer en plus à ce qui se passe au bord parce que je vois que ils sont là, ils font leur quart de nuit, ils font à manger et tout. Et nous, ça fait 3 jours qu'on est tous les 3 incapables de se lever. C'était juste, si je ne regardais pas l'horizon ou que j'étais pas allongée en train de fermer les yeux, je vomissais. J'avais une nausée terrible, quoi. Et donc voilà, ces 3 jours passent. Et là, à un moment donné, j'en ai vraiment marre. Et je crois que je décide. Il y a ce truc dans mon cerveau de c'est bon, je lâche prise, on y va. Et depuis, c'est fou, mais vraiment depuis, je n'ai pas eu le mal de mer pendant toute la traversée. Et j'étais même la première à être bien et à faire mes quarts de nuit, ce qui était hallucinant parce que Solal et Jade, ils pensaient évidemment, comme tout le monde, que c'était moi qui allais le plus douiller. Et en fait, j'ai pu prendre mes quarts et partir et c'était fait, quoi. Il y a vraiment ce truc de lâcher prise, mais profondément, et d'accepter que je suis sur un océan qui bouge,
que c'est pas moi qui va décider comment lui va bouger. Il y a quelque chose de beau aussi là-dedans. Alors pourquoi on a lancé les baladeurs? À l'époque, moi j'écoutais beaucoup de podcasts, donc en 2017, et j'écoutais notamment beaucoup Transfert, qui est le podcast de Slate, qui raconte... C'était longtemps numéro 1. Ouais, qui est franchement toujours un peu dans le top, hein. Donc pour celles et ceux qui connaissent pas Transfert, en fait c'est des histoires de la vie quotidienne. Ça peut être des histoires d'amour, des histoires je sais pas comment ils se décrivent, sordide parfois c'est un peu sordide, ouais, mais c'est des tranches de vie, je crois. Exactement. C'est vraiment des moments particuliers d'une vie qui sont racontés par la personne qui l'a vécu. Ouais, bah voilà, tu l'as hyper bien pitché. S'ils ont besoin, ouais, tu pourras leur proposer tes services. Appelez-moi Slate si jamais vous avez besoin. Et en fait, j'aimais beaucoup Transfert, et en même temps, je rencontrais quelques problématiques avec le magazine papier. C'est-à-dire que nous, dans notre magazine papier, donc on raconte des aventures en pleine nature. Et en fait, régulièrement, on m'en racontait, sauf que la personne qui me les racontait, elle savait ni écrire, ni faire de photos. C'est-à-dire qu'elle avait vécu quelque chose de très fort, mais elle avait aucune preuve visuelle. Enfin, je veux dire, on pouvait rien publier dans le magazine, et elle savait pas écrire. Donc ça veut dire que si on voulait la publier, il fallait qu'elle la raconte à quelqu'un qui sache l'écrire pour ensuite l'écrire. Et en fait, quand on faisait ça, on se rendait compte que sur papier, une fois qu'on avait retranscrit l'histoire, on avait perdu... Moi, je trouvais qu'on avait perdu la sève, en fait. La personne, elle te raconte une histoire. Elle est allée photographier un renard polaire, je sais pas où, dans le Grand Nord. Et en fait, elle la raconte à quelqu'un qui l'écrit. Et on perd un peu. Au bout d'un moment, c'est 3 lignes pour raconter qu'il a photographié un renard, quoi. Ouais, et en tout cas, on perd l'émotion, on perd plein de choses. Et en même temps, j'écoutais Transfert. Je me disais, en fait, la solution, elle est toute trouvée. Il faudrait qu'on fasse une sorte de transfert adapté à notre thématique, avec évidemment des idées de réalisation un petit peu différentes. Nous, on a ajouté pas mal de choses, ou en tout cas, on a fait certaines choses différemment que Transfert. Notamment, on a ajouté de la composition musicale originale. Moi, je voulais qu'on ajoute un côté documentaire aussi. C'est-à-dire que dans Transfert, t'es touché intimement, mais quand tu ressors de l'histoire, tu repars les mains vides. Dans Transfert, puisque t'as appris un petit peu, on peut dire, si on veut, sur l'âme humaine, mais bon, tu repars quand même un petit peu les mains vides. Et je voulais ajouter dans les baladeurs le côté documentaire qui fait qu'à la fin de l'épisode, en plus d'avoir écouté une histoire, t'auras appris quelque chose sur un endroit, un peuple, un animal, etc. Donc ça, je voulais vraiment ajouter ce truc-là. Et après, en réalité, on a cherché des bonnes histoires et on a commencé à interviewer les gens. Mais c'est vraiment parti de là, l'envie de trouver une nouvelle manière de raconter ces histoires. C'est parti d'une contrainte, et au final ça s'est avéré être vraiment l'opportunité de les raconter encore plus précisément, avec le timbre de voix, les hésitations, la voix d'une personne qui change d'un épisode à l'autre, avec des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, à l'autre bout du monde, près de chez soi, dans la neige, dans le désert et tout. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut dire très facilement que les baladeurs, c'est de loin la meilleure manière qu'on ait trouvé de raconter des histoires. Et ça veut pas dire que celles sur papier deviennent caduques, mais elles sont autres, elles sont pas racontées de la même manière, elles vont être racontées d'un autre point de vue. Alors que dans les baladeurs, elles sont racontées par les personnes qui les ont vécues, et ça donne vraiment la force au podcast. Qu'est-ce que vous essayez de susciter chez l'auditeur? Est-ce que tu vois, c'est vraiment juste l'émotion, ou est-ce qu'il y a un truc de on a besoin que les gens se rapprochent de la nature, et c'est via ces émotions-là que vous essayez de le faire? Alors, je crois que c'est un petit peu comme pour les Others, on n'a pas lancé... comment je pourrais répondre à cette question? En tout cas, on n'a pas lancé les Others et les baladeurs pour que les gens protègent la nature. On a lancé les Others à la base pour partager notre passion de la nature, si possible que des gens s'y retrouvent, et encore si possible que des gens s'y mettent. Et donc avec plutôt l'envie de susciter effectivement ce désir de passer plus de temps dehors, parce que nous, c'est l'endroit où on se sent le mieux, c'est l'endroit où on se sent vivant, c'est l'endroit où on profite le plus, et donc on trouve que c'est intéressant pour les gens d'y passer du temps. Et en plus, tant mieux, ça les rend sensibles à la nature, ça les rend sensibles aux autres, ça les rend plus autonomes, etc. Donc il y a énormément d'effets secondaires, dont celui de la protection de l'environnement, puisque quand on est sensible à l'environnement, à la nature, etc., on veut le protéger, quoi. Mais c'était pas l'objectif principal. Et dans les baladeurs, c'est pareil. Finalement, on raconte d'abord une histoire, et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que ça fait autant d'écoute. C'est que
Si t'es pas passionné de nature ou d'aventure ou de quoi que ce soit, tu peux quand même écouter Les Baladeurs et t'y retrouver, parce que l'histoire que t'écoutes, c'est le récit de quelqu'un qui a vécu quelque chose de fort. Et donc moi, pour le coup, je vais chercher les émotions à fond, quoi. Alors, je vais pas tirer des grosses ficelles, mais je sais qu'il y a des épisodes où les gens pleurent. Je sais qu'il y a déjà des gens qui m'ont dit qu'ils se rappelaient exactement où ils étaient et ce qu'ils faisaient quand ils ont écouté tel épisode. Il y a des gens qui m'ont déjà dit qu'ils, quand ils arrivaient chez eux en voiture et que l'épisode n'était pas fini, ils restaient 15 minutes sur leur parking pour finir l'épisode, ou alors qu'ils faisaient 3 pâtés de maison de plus en courant pour écouter la fin de l'épisode. Je me dis, c'est fort, quoi. C'est vraiment ça que je cherche. Si quelqu'un a pleuré, a eu les larmes aux yeux, a vécu quelque chose de fort dans un épisode des Baladeurs, c'est gagné, quoi. Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça. C'est vraiment ça que je cherche. Je me souviens plus du titre d'un épisode, mais là, tu vois, quand tu disais, des gens qui disent, je sais exactement ce que je faisais et où j'étais au moment où j'écoute des épisodes, il y en a 2 là où que j'ai en tête, là où je sais exactement en quelle situation j'étais. C'est lesquels? Celui avec la fille qui tombe à vélo sur son chemin en Amérique du Sud, ouais. en Alaska, Ouais. C'est au moment où elle essayait de traverser tout le continent américain. Et celui avec Camille Etienne, mais parce que c'est déjà une grande oratrice, et quand elle raconte son voyage en Norvège, en Islande, ouais. c'est hallucinant. Et effectivement, je sais très bien dans quel état j'étais à ce moment-là, quoi. C'est fou. Ouais, et ça, je trouve que c'est incroyable. C'est quoi ton épisode préféré, toi? Franchement, j'en ai plein. Franchement, j'ai l'impression que je les aime tous quasiment. À part quelques exceptions, je pense qu'on doit peut-être faire un épisode moyen par saison. Enfin, 1 ou 2 épisodes un peu moins bons par saison, mais je trouve Une que... saison, c'est quoi? C'est une c'est année 12 épisodes. C'est 12 épisodes. Ouais, c'est sur 6 mois. C'est sur 6 en mois. gros, on fait un épisode toutes les 2 semaines pendant 6 mois. Et vous avez des lignes, des fils rouges sur ces saisons, ou c'est juste Non. histoire de renouveler Non, on n'a pas de fil rouge, c'est juste que ça prend énormément de temps à produire, notamment Oui, à donc vous faites une post-produire. pause entre les saisons, du coup. Ouais, on fait une pause pour se laisser le temps de respirer, parce que sinon c'est la roue du hamster un petit peu. Et on veut pas aussi se lasser. Un épisode, c'est quand même quasiment 1 mois de taf, donc réparti sur des personnes différentes, évidemment. Mais c'est quand même beaucoup de boulot. Donc on se laisse le temps de respirer, aussi de trouver des nouvelles idées, de trouver des nouvelles histoires, de pas tourner en rond, de thématiser aussi nos épisodes. Il y a beaucoup Donc, d'alpinisme, il y a beaucoup de montagnes. Ouais, il y a beaucoup de montagnes, mais tu vois, on essaye de varier. On va avoir des épisodes en montagne, on va avoir des épisodes en forêt, des épisodes sous-marins, des épisodes en vélo, à vélo, des épisodes en rando. Sur Marin, l'épisode avec Isabelle Autissier, excellent. Donc voilà, il y a plein de... On essaye vraiment de faire des saisons hyper hétérogènes. Et je parlais tout à l'heure d'avoir des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, etc. pour essayer d'avoir vraiment le maximum de points de vue et de diversité dans ce qu'on raconte, quoi. Ouais. Moi, j'ai plein d'épisodes que je kiffe. Franchement, oui, l'épisode d'Isabelle Autissier, incroyable. Incroyable. L'épisode avec François Sarano qui nage avec les requins blancs au tout début de la dernière saison est incroyable. Celui, c'est 20 000 lieues sous les mers, peut-être. J'ai écouté, je sais plus comment il s'appelait. Celui où il plonge dans la Méditerranée pendant 1 mois et demi. Où il remonte. Je crois que c'est 28 jours sous la mer. 28 jours sous la mer. Ouais, avec Laurent Balesta. Ouais. Incroyable celui-là. Dans toutes les saisons, on a reçu. En fait, c'est ça qui est génial aussi, je trouve. On a reçu. On va avoir l'impression que je me vante là. Je dis c'est ça qui est génial et tout, mais non, mais c'est la puissance du podcast. Moi, j'aurais jamais pu passer 1h30 avec Marine Tondelier, avec Raphaël Glucksmann si j'avais pas eu le micro à leur proposer, en leur proposant une plateforme pour s'exprimer pendant 45 minutes ou 1 heure sur des sujets de fond. Et en vrai, c'est la même chose. Vous permettez à des gens de raconter leur histoire et tout le monde adore raconter son histoire. Et on reçoit aussi bien des gens entre guillemets inconnus, comme toi et moi, que des gens hyper connus dans leur milieu et qui sont des stars, quoi. Et du coup, c'est cool de savoir que de temps en temps, tu vas écouter Isabelle Autissier et de temps en temps, tu vas écouter une personne dont tu n'as jamais entendu le nom. Ouais. Et moi, je suis content qu'on ait réussi à créer ça, c'est-à-dire que l'empreinte Les Baladeurs, elle fait que les gens vont écouter et qu'ils vont pas écouter que parce que c'est une star ou autre chose. Je trouve que c'est un gros gage de réussite pour nous de savoir qu'un épisode avec une personne inconnue est quasiment autant écouté qu'un épisode avec une personne connue. Ça veut dire vraiment que les gens viennent écouter Les Baladeurs, quoi. Et voilà. Donc mes épisodes préférés, il y a le Pacte du Loup que j'adore avec Jérémy Villiers, qui a fait pleurer beaucoup de monde. Il y en a plein. Celui dont tu as parlé tout à l'heure avec Sophie Planck sur l'Alaska. Ouais. Je sais plus comment s'appelle cet épisode, mais Trou Noir sur la Dalton Highway s'appelle. Ouais, c'est ça.
Franchement, il y en a au moins 4 ou 5 par saison que je trouve vraiment incroyables. Et 4 ou 5 que je trouve bien, et 1 ou 2 que je trouve je trouve qu'on est un peu parfois passé au travers. C'est mais toi qui fais toutes les interviews? Depuis la saison 4, ouais. Ok. Depuis la saison 4, ouais, exactement. Est-ce que, tu vois, tu me disais que vous essayez d'avoir un côté un peu documentaire aussi, effectivement, notamment sur un épisode où on parle d'une avalanche qui a écrasé un village en 1998 ou 99. C'est l'épisode... alors, sur la date, je vais plus me rappeler, mais c'est l'avalanche de Montroc. Ouais, c'est ça. Avec l'ancien commandant du PGHM, donc du peloton de gendarmerie de Haute-Montagne, qui s'appelle Blaise Agresti. Qui avait coordonné tous les secours. Ouais. Et donc c'est lui qui raconte ça, et du coup il y a toute une voix off aussi, narratrice qui raconte aussi à côté de ça cette histoire. Est-ce que tu vois dans ce fil rouge, dans cette partie documentaire, vous avez lancé en 2018 les baladeurs, est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu un changement, que vous parlez de plus en plus du coup des causes du changement climatique depuis 2018, ou est-ce que c'est toujours un peu la même chose? Est-ce que vous êtes toujours au même stade là-dessus? Ben, je pense qu'on en parle un peu plus parce qu'on en voit un peu plus les conséquences. Ouais. Comme je disais un petit peu tout à l'heure avec les baladeurs, la volonté principale, c'était pas de parler de réchauffement climatique ou de rendre les gens écolos. C'était plutôt de raconter des histoires qui, en fait, plus tard, rendent les gens écolos s'ils le sont pas, ou en tout cas les sensibiliser à tout ça, mais c'était pas l'objectif principal. Et c'est d'ailleurs finalement un sujet qu'on aborde assez peu de front. On l'a abordé, t'as parlé de Camille Etienne. Dans le sujet de Camille Etienne, c'est abordé de front, puisqu'on va parler directement de la fonte des glaciers. Mais il y a énormément. L'épisode de Blaise Agresti aussi, il est assez abordé de front. Mais il y a plein d'épisodes qui ont sensibilisé des gens, alors que le sujet n'est pas du tout abordé de front. Tu vois l'épisode avec François Sarano qui va nager avec les grands requins blancs. Le combat de François Sarano, c'est la protection des requins. C'est un truc dont on parle quasiment pas dans l'épisode, mais en fait on te donne un tel amour pour les requins dans l'épisode que directement t'es sensibilisé à leur cause plus tard. Et c'est aussi comme ça qu'on essaye de jouer. Je voulais pas tomber dans cet épisode, dans le truc où tu vas raconter une histoire sur les requins blancs pendant 45 minutes, et après on va te rajouter 15 minutes de les requins, il faut les protéger, etc. Normalement, si j'ai assez bien fait mon travail de te transmettre l'amour que François Sarano a pour les requins, et donc que potentiellement tu pourrais avoir toi en tant qu'auditeur ou auditrice pour les requins, normalement le travail est fait. Et après, on verra au moment des actions et comment agir, mais normalement le boulot est fait, quoi. Il y a un gros sujet autour des récits, en fait, des nouveaux récits. Effectivement, vous arrivez à le faire de façon subtile, et on l'a évoqué dans plusieurs des derniers épisodes du podcast The Big Shift, où en fait, cette communication climatique, quels sont les bons mots, comment est-ce que tu fais pour que les gens se sentent pas assénés ou obligés de faire des choses, comment est-ce que tu fais pour les embarquer avec toi, comment est-ce que tu fais pour être positif. Et je trouve que justement vous avez peut-être ce petit truc de la subtilité où justement on prend pas les gens de front, on prend les gens par les émotions, par le cœur, et j'ai l'impression que vous arrivez à travailler là-dessus. Peut-être que justement la clé c'est de pas le faire exprès, tu vois, comme ce que tu dis un peu. Mais je sais pas si du coup vous avez des retours d'auditeurs qui nous disent attends, moi j'ai pris conscience de ce truc-là grâce à ça, grâce à votre épisode. Ouais, on en a pas mal, et j'en ai notamment un que j'ai tout le temps gardé en tête, parce qu'un jour, les gens sont hyper fans des baladeurs. On a plusieurs milliers de commentaires sur Apple Podcasts, on a plus de 100 000 abonnés sur Spotify, maintenant qu'il y a des abonnés et tout. Les gens sont hyper fans, et tous les gens que je croise qui découvrent à un moment mais vous faites les baladeurs et tout, mais c'est incroyable, j'en parle à tout le monde et tout. Vraiment, on reçoit de l'amour en quantité immense, quoi. Et on reçoit aussi pas mal de mails, et notamment des mails qui sont parfois assez longs, mais ça a changé ça a changé ma vie pour ça et tout. C'est gratifiant, c'est extrêmement gratifiant, et j'ai vraiment le souvenir d'un message qui était vraiment basé sur l'écologie, d'une femme qui me disait en gros, c'était un grand mail avec plein de choses comme quoi les baladeurs c'était génial, et qui expliquait en substance que les baladeurs avaient fait beaucoup plus pour elle et pour sa sensibilisation à l'écologie et pour son engagement qui est venu ensuite grâce à ça, que tous les supports beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus frontaux qu'elle avait pu
auxquelles elle avait pu être exposée dans sa vie. Et ça, je trouve que c'est incroyable, tu vois. De se dire, alors, j'imagine que c'est pas pareil pour tout le monde, mais en tout cas, chez cette personne-là, ça avait vraiment déclenché une sensibilité à la nature et aux enjeux qui l'entourent vraiment très forte, et en fait, qui avait touché ses émotions, et à partir de là, elle avait pu passer à l'action, quoi. Ce qui, je pense, est plus difficile à faire de manière très frontale, avec des chiffres non, bah attention, 2 tonnes de carbone, machin. C'est tout en étant très concret, c'est très peu proche des émotions, et du coup, parfois, c'est dur de toucher les gens avec ça. En tout cas, moi, je tente un peu les deux. Ouais. On va dire que personnellement, j'essaye aussi de sensibiliser les gens autour de moi avec des choses un peu plus pragmatiques, et ça marche, je trouve, pas très bien, quoi. Pas super bien. Ouais, et c'est ça qui est très dur. Là, du coup, je fais le pont entre les baladeurs, recto verso, du coup, votre méthode pour partir à l'aventure en France et bientôt en Europe. Et en fait, je viens de me rendre compte que on n'y parle pas du tout d'écologie dans ces méthodes-là, enfin, ou pas trop, contrairement à beaucoup d'autres plateformes qui existent sur ces sujets. Et je m'en étais même pas rendu compte, tu vois. Alors que pourtant, en fait, c'est ce que vous dites. Vous dites, prendre le train ici, arriver là, commencer avec tel sentier, démarrer à cet endroit-là. Et en fait, c'est une méthode, mais juste, je sais pas, est-ce que c'est fait exprès de pas du tout en parler, presque? Ouais, c'est fait exprès. Alors là, sur la version Europe, on a été obligé d'en parler un peu plus. Pour la prise de l'avion. Justifier le train, en fait. Oui. En gros, Recto Verso Europe, ça va être les 100 plus belles randos d'Europe accessibles en train, avec toutes les infos pour se rendre au départ de la rando, etc. Donc en fait, il y a quand même un focus sur le train qui nous oblige un petit peu à justifier pourquoi on demande aux gens de prendre le train pendant 30 heures pour aller en Norvège, alors qu'ils pourraient y aller en 3 heures en avion. Et donc, on a été obligé de l'enrober un petit peu plus et d'expliquer la démarche. En revanche, sur Recto Verso France, et sur tout ce qu'on peut faire sur les Others ou Recto Verso depuis quelques années, l'idée, c'est plutôt de donner envie. Donc, de dire aux gens, ah là là, mais le train de nuit, c'est chambé, tu t'endors à Paris et tu te réveilles dans les montagnes, ensuite tu pars faire ta rando, etc. Et on dit jamais l'écologie, machin, on dit juste c'est chambé. Ah, la rando, c'est chambé. Ah, prendre le train de nuit, c'est chambé. Ah, là, tu peux aller en train de là à là et t'as même pas besoin de bagnole. Tu peux commencer ta rando de la gare, traverser la Chartreuse. Tu peux commencer ta rando à la gare de Grenoble, traverser la Chartreuse à pied et finir ta rando à la gare de Chambéry et rentrer chez toi. C'est chambé, t'as pas besoin de voiture. Je t'ai juste dit que c'était chambé. Si, avec des belles photos, un beau récit, etc., je te donne envie de le faire, bah peut-être que t'auras fait ça plutôt que d'aller prendre l'avion pour aller un week-end à Prague. Et en fait, à la fin, t'auras eu une démarche de voyage écologique, mais je te l'aurais amené en te donnant envie de le faire, plutôt qu'en t'expliquant que c'est mieux de le faire pour l'écologie. Parce que après, le problème de ça, c'est que quand tu commences à dire aux gens, il faut le dire aussi, on va le dire et on va continuer de le dire, mais si tu commences à dire aux gens, ah, oublie pas, c'est mieux de faire de la rando et de prendre le train que d'aller en week-end en avion à Prague, ils vont dire, oui, mais regarde, telle personne, elle jette bien ses déchets dans la nature. Donc en fait, je trouve qu'on tourne vite en rond, et je pense qu'en donnant envie aux gens de faire des trucs qui en fait sont écologiques, bah on va plus vite qu'en leur disant faites pas ça, mais faites ça parce que ça c'est écologique. Voilà. Il y a un lien un peu intrinsèque en plus entre l'aventure et le minimalisme que vous mettez un peu en avant dans ces méthodes-là aussi. D'ailleurs, à quoi ça ressemble une carte méthode de Recto Verso en France, par exemple? Alors, la carte méthode Recto Verso, en fait, il faut imaginer un coffret qui pourrait ressembler un petit peu à un coffret de jeu de société. Dedans, il y a une grande carte, donc c'est une carte de France vraiment grand format, comme une carte routière de l'époque, par exemple, ou comme une carte IGN. Dessus, il y a donc la France avec tous les espaces naturels, les massifs, les forêts, les lacs, les fleuves, etc. Et dessus, on a été mettre 100 randos et tous les trajets en train pour rejoindre le départ des randos, ou en transport en commun, etc. Les trajets sont au verso de la carte. Et ensuite, tu as des petites fiches itinéraires qui, elles, te donnent une photo, une description, le nombre de kilomètres, le nombre de jours, le niveau, la période à laquelle y aller, que tu peux aussi... Il y a une petite carte que tu peux aussi scanner pour l'importer dans ton téléphone. Et donc, c'est au final c'est vraiment une sorte de guide, mais dans un format hyper ludique et hyper pratique pour pousser les gens à partir à l'aventure, parce qu'on a, entre guillemets, sélectionné des bêtes de rando qu'on a faites et pré-mâché toute la partie relou de comment j'y vais, ah mais là il y a une correspondance. En fait, on a fait le travail relou pour que les gens puissent kiffer et essayer de
de se rendre compte par eux-mêmes que en fait c'est pas très compliqué et que c'est assez facile. Et Vous avez fait 100% des randos que vous proposez dans la méthode? Nous ou les contributeurs du projet, puisque en fait on a une grosse communauté et donc il y a une partie des contributeurs qui sont des gens de la communauté auxquels on a fait un appel à contribution et on a sélectionné les plus grands et les plus grandes marcheurs, randonneurs, etc. et on les a agrégés autour de nous pour qu'ils viennent mettre leur tampon sur la rando quoi. Soit ils l'ont déjà faite il y a un mois, soit ils vont la faire. On est allé vérifier, on est allé en Europe pour vérifier les 3 dernières. Enfin voilà, on a fait un peu tout ça, mais soit une personne de l'équipe Recto Verso, soit une personne de la communauté. Ouais. Ok. Et avec ça, t'as un petit livret pour finir dans le coffret. T'as un petit livret avec tous les conseils pour prendre ses billets de train, les formalités administratives, qu'est-ce que je vais mettre dans mon sac à dos. L'objectif, c'est vraiment de faire tomber toutes les barrières qui empêchent les gens de faire ça. Et qui du coup parce qu'ils ont la flemme ou parce que c'est trop compliqué le font pas quoi ou font autre chose. On a pas mal d'auditeurs dans The Big Shift qui sont des citadins, pas mal de Parisiens, de Lyonnais, de Marseillais, de Bordelais. Si là on leur proposait de partir pour je sais pas 3-4 jours dans les Alpes, ce serait quoi ta meilleure ref, le truc que tu proposerais absolument à faire et qui peut être assez facile pour se lancer dans l'aventure, et qu'est-ce qu'ils mettraient dans leur sac à dos? Et ben justement j'ai envie de répondre que c'est des gens qui sont différents et qui ont plein d'envies différentes et c'était une volonté aussi pour nous de proposer un nombre assez conséquent de randonnées puisque Recto Verso est aussi né de la réflexion de comment on fait pour que tout le monde aille pas au même endroit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, il y a des endroits qui sont très, très fréquentés. Le GR20 en Corse, les Calanques de Marseille, le Tour du Mont-Blanc. Il y a quelques endroits. Le sentier l'Himalaya, comme on l'a vu avec Inoxtag. L'Himalaya, etc. Mais en tout cas, si on prend l'exemple de la France, il y a une petite dizaine d'endroits qui sont hyper fréquentés. Nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de pas mettre ces endroits-là dans Recto Verso, mais d'en mettre plein d'autres qui sont moins fréquentés, mais qui peuvent accueillir des gens parce qu'il y a des sentiers qui sont tracés, etc. mais qui sont tout aussi beaux, tout aussi dépaysants, etc. Et donc il y avait une volonté de répartir un petit peu les gens sur le territoire. Donc là, des gens qui sont à Bordeaux, à Lyon, à Paris, etc., j'aurais envie qu'ils aillent pas au même endroit, idéalement. Ouais. Et j'aurais envie qu'ils aillent dans un endroit où ils sont pas allés. Peut-être que les Parisiens pourraient aller dans les Vosges, à Lyon, les gens connaissent quand même un peu plus la nature que les Parisiens. Ils ont pas mal de trucs autour d'eux. Il y a Grenoble qui est pas loin. Là, Grenoble, c'est quand même la porte ouverte vers le Vercors, vers Beldon, vers la Chartreuse. En fait, c'est infini. Je pense que j'aurais envie qu'ils trouvent un truc qui les fait kiffer eux, plutôt que de leur donner un truc précis, le même à tout le monde, quoi. C'est vraiment ça la volonté d'en proposer 100, en tout cas, d'en proposer assez pour que tout le monde puisse trouver son bonheur. Oh, c'est beau. Et qu'est-ce qu'ils mettraient dans leur sac c'est une question intéressante parce que d'un côté, il faut quand même bien s'équiper, et de l'autre, il y a un grand mythe autour de tout ça qui est fortement alimenté par l'industrie des marques outdoor, hein, on va pas se le cacher. C'est quand même vraiment moins complexe qu'on ne le pense. En fait, globalement, il y a 4 trucs hyper importants. Les chaussures, le sac à dos, le duvet et la tente. Si t'as ces 4 trucs-là et qu'après t'es habillé, il peut pas t'arriver grand-chose, en fait. Donc, le reste, je veux dire... le couteau et l'eau. Bien sûr, évidemment, il faudra avoir de quoi manger et de quoi boire, clairement. Mais ce truc d'avoir le meilleur t-shirt technique avec le meilleur sous-pull, la meilleure polaire et tout... les chaussures pour la basse montagne, pour la mid-montagne, pour la haute montagne, pour les flex, pas flex, rigide. Mes chaussures de rando, c'est la même depuis 10 ans et je la porte encore. J'ai un sac à dos, c'est le même depuis 10 ans, je le porte encore. J'ai pas de t-shirt technique, donc oui, c'est vrai que mon t-shirt en coton, il est un peu transpirant le soir quand j'arrive et il galère un peu plus à sécher que si j'avais un t-shirt technique. Mais on s'en fait un peu une montagne, quoi. Il y a quelques items qui sont importants, ceux qui en gros garantissent notre confort et notre sécurité. Donc comme je disais, chaussures, il faut pas avoir froid, donc duvet, machin. Mais après, moi, les gens qui ont jamais randonné et qui veulent aller randonner à la journée, c'est basket de ville, sac à dos Hitchpack et une rando, quoi. Je pense que vraiment c'est important. Oui, c'est bien de remettre ça de faire passer ce message-là. Ouais. Et après, évidemment, quand tu te mets à randonner 1 fois par mois, 2 fois par mois, t'es content d'avoir des bonnes chaussures, t'es content. Mais bon,
les choses vont venir, quoi. T'as pas besoin de tout de suite avoir tout le matériel, la meilleure veste Arc'teryx à 500 balles, le meilleur duvet, la meilleure polaire Patagonia, machin. En vrai, sans vouloir faire de la pub à une marque, puisque j'adore les marques que je viens de citer, et je m'équipe moi avec ces marques-là, mais j'ai aussi une partie de mon équipement, c'est Quechua, full Quechua, et ça va très bien, quoi. Il faut savoir ce qu'on a vraiment envie de faire, et si c'est aller dehors, c'est pas souvent le matériel le problème. C'est bien que tu fasses ce parallèle avec ce lien avec les marques outdoor. Il y a quand même un truc avec l'aventure, c'est effectivement tout le développement autour de ces marques. Donc on voit beaucoup de The North Face, Patagonia qui sont omniprésentes sur ces marchés. Comment est-ce que vous déployez, vous, recto verso, vous êtes aussi sur ce marché de concurrence avec plein de marques qui sont moins responsables que ce soit sur la proposition. Vous voyez, en fait, vous êtes presque sur un modèle, vous n'êtes pas une agence de voyage, mais vous proposez des voyages. Comment est-ce que vous vous insérez sur ce marché qui est concurrentiel et qui est pas vraiment avec des marques responsables dans une majorité du temps? J'ai l'impression que on n'est pas trop en concurrence avec les marques, etc. Si vraiment on devait se donner des concurrents, parce que j'imagine, évidemment, on en a plein, on va plutôt être concurrent, en tout cas avec Recto Verso, si on parle de Recto Verso, des applis qui proposent des randos, des blogs qui proposent des randos, des guides, des guides papier, des gros livres, les 50 plus belles randos de tel endroit. On va plutôt être concurrent de ça que concurrent des marques. Ce qui est sûr, en tout cas du point de vue responsabilité écologique, c'est que nous on essaye de faire le maximum qu'on peut. C'est-à-dire que Recto Verso c'est né d'une volonté de répartir les gens sur le territoire et de leur proposer des choses qui leur permettent de voyager avec le minimum d'empreinte carbone. Et tout au long de l'expérience, on distille les conseils pour laisser aucune trace derrière soi, la réglementation du bivouac, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, etc. Avec la volonté de se dire qu'un voyageur qui va venir entre guillemets de la part de Recto Verso à un endroit sera beaucoup plus conscient et responsable qu'un voyageur qui viendra entre guillemets de la part de quelqu'un d'autre parce que il a lu le top des plus belles randos dans Le Figaro, et j'imagine qu'il y a bien des articles comme ça de temps en temps. Et le voyageur Recto Verso va être vachement plus informé, vachement plus conscient, laisser vachement moins de traces. Et nous c'est ça qu'on a envie de faire, c'est d'essayer d'inculquer entre guillemets sans le côté paternaliste les bonnes valeurs aux gens qui veulent voyager dans la nature. Et après on produit évidemment en France, toutes ces choses là sur la conception, mais ça c'est pour nous c'est évident et on l'a toujours fait avec le magazine papier depuis 10 ans. On imprime en France, on fait tout en France en fait. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne. Okay. D'un point de vue perso, j'essaye de me dire c'est quoi la suite avec The Big Shift? Comment est-ce que je peux faire pour que Echo Studio soit encore plus proche des valeurs de The Big Shift, mon agence de production de podcasts, ma formation? Donc j'aimerais bien pouvoir accompagner plus de gens à lancer des podcasts engagés. J'aimerais bien avoir cette aura, en fait, le fait de me dire que oui, en fait, quand j'accompagne des gens, c'est uniquement des gens qui ont aussi cet objectif-là ou des objectifs similaires. Toi, c'est quoi du coup le truc où tu te dis c'est quoi la next step où t'aimerais bien être encore plus aligné avec les valeurs des baladeurs ou des others? Est-ce qu'il y a un truc, tu vas en parler un peu d'Arthur qui a fait le truc de partir habiter dans le Jura, est-ce qu'il y a d'autres trucs toi où tu te dis tiens ça pourrait être ça ma prochaine étape? Je pense qu'on peut toujours faire mieux. Personnellement, évidemment, la prochaine étape, ça serait de devenir végétarien. C'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Je mange encore certaines viandes. Mais sur Recto Verso, je crois qu'on est vraiment très, très, très alignés avec ce qu'on pense. Évidemment, je crois que si on voulait vraiment régler les problèmes du tourisme de masse et d'écologie liés au tourisme, etc., la solution la plus radicale, ce serait que les gens arrêtent de voyager. Mais c'est une solution qui est difficile à entendre, évidemment. Donc il y a des solutions intermédiaires qui sont comment on voyage mieux que ce qu'on voyage aujourd'hui, parce qu'en fait le tourisme entre guillemets de masse a énormément d'impact sur l'environnement. Il y a évidemment les émissions des transports qui sont énormes, mais il y a aussi les impacts sociaux qu'il va y avoir sur les populations qui vivent sur place. Il va y avoir l'impact sur la faune, la flore. Il va y avoir, en fait, les impacts sont multiples et
Et on peut pas les enlever complètement, même si on voyage, entre guillemets, de la meilleure des manières. On va toujours avoir un impact sur son environnement, même si on est venu en train, même si on connaît la réglementation du bivouac, même si tout ça, on va toujours avoir un impact aussi minime soit-il. Donc, si on voulait le supprimer complètement, il faudrait plus sortir de chez soi. Mais je suis pas sûr que les effets contrebalancés soient positifs. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver le bon entre-deux. Mais je crois qu'avec Recto Verso, on est assez pleinement aligné avec nos convictions personnelles. Ouais. Et toi, t'arrives à partir à l'aventure souvent ou pas? Pas assez souvent, non. Ça, peut-être que ça serait ça, ouais, t'as raison. On dit beaucoup aux gens de passer du temps dehors et au final, on travaille beaucoup, quoi. On travaille quand même pas mal. Évidemment, je pars peut-être, on va dire, 8 fois dans l'année, ce qui est déjà pas mal. C'est pas mal, tout. Ouais. Mais en fait, quand toute la Je journée... m'attendais à moins, tu vois. Bah, en fait, l'été, puis là, je reviens. Après, est-ce que quand tu pars, c'est parce que tu testes des itinéraires pour Recto Verso ou c'est plutôt tu pars et du coup, tu en profites pour? Alors, ça a beaucoup été ça. Ouais. Aujourd'hui, on est assez nombreux pour que quand je parte vraiment. Là, je reviens d'une rando avec un pote ce week-end. J'ai pas pris de notes, j'ai pas tracé mon itinéraire sur une appli pour pouvoir le ressortir derrière et tout. Non, j'essaye de partir vraiment, puisque comme tu le sais, la vie d'entrepreneur est une vie intense quand on est au travail. Alors, j'essaye de la rendre vraiment déconnectée quand je suis en dehors. C'est très très dur. Je suis un très mauvais exemple là-dessus, mais ouais, je pense que ça serait peut-être essayer de partir un peu plus, parce que quand je pars souvent le temps d'un week-end. J'ai quand même du mal à vivre les grandes aventures que j'aimerais vivre pour le moment. Puis je suis papa d'un garçon qui a 6 ans, donc les premières années aussi ont été difficiles. Là, il commence à être un peu plus grand, on va commencer à pouvoir partir avec lui sur des trucs où on peut marcher dormir dehors, où on peut marcher quand même un petit peu longtemps, etc. Donc là, je pense que j'espère en tout cas arriver dans une nouvelle phase, on va dire. Ouais. Mais j'aimerais bien partir un petit peu plus, ouais. Ouais, moi, je pense que ça me ferait rêver aussi. J'ai beaucoup mijoté après l'autre épisode avec Andalène et Antoine de Écologie parce que tu vois, elle a un job à plein temps à Paris dans une boîte elle fait de l'audit financier. Et à côté de ça, elle a pris 27 jours cet été et elle a fait toute la HRP, toute la haute route des Pyrénées, est en ouest, comme ça d'un coup. Et puis elle a pris de son premier jour de congé jusqu'à son dernier jour de congé. Et je trouve que c'est des aventures que j'ai jamais vécues, que j'aimerais beaucoup vivre, que je me suis jamais laissé la possibilité de vivre encore. Et ça, c'est des trucs que j'aimerais bien pouvoir raconter après, tu vois. Ouais. Clairement, la HRP, c'est un rêve. Enfin, et pareil, trouver un mois entier pour faire ça. Et apparemment, c'est faisable, puisqu'il y a des gens qui ont des CDI qui partent plusieurs fois. Et en plus, ça, c'était après avoir été à Almeria en vélo, donc dans le sud de l'Espagne, pour aller découvrir un peu le scandale de la mer de plastique tout dans le sud de l'Espagne. Ils ont fait 2000 km, du coup, Antoine et Andalène à vélo pour aller faire ce trajet. Ils ont fait ça en mai, et puis après, elle avait 27 jours quand même pour faire ça. Ok. Donc, c'est pas, les gens vont se dire non, mais c'est parce qu'elle avait pris tous ses congés d'un coup. Et en fait, non, juste on peut réussir à trouver des solutions. Si c'est une priorité, on peut le faire, quoi. On peut le faire. Et moi, aujourd'hui, j'arrive pas à le faire. Et donc, c'est pour ça que t'as raison. C'est peut-être ça la suite, ouais. Arriver justement à caler ces trucs-là, à avoir un rapport, ou en tout cas une organisation de vie, travail, loisirs, famille, machin, un peu plus équilibré. Que ces dernières années, ouais. Ça serait bien, je pense. Ça serait une bonne idée. On te le souhaite et puis on me le souhaite aussi, s'il vous plaît. Écoute, merci beaucoup d'être passé dans The Big Shift. C'était un super épisode. J'ai adoré parler de tout ça, de ce qu'on ressent en fait au plus profond de nous quand on écoute les baladeurs et le fait de pas être le seul auditeur. Je vous invite vraiment à aller écouter ce podcast qui est absolument incroyable. On mettra le lien dans la description de toute façon. Merci à vous aussi d'être resté jusqu'ici. Si vous êtes encore là au bout de 50 minutes, c'est que vous faites partie de nos meilleurs auditeurs. Alors n'oubliez pas de vous abonner au podcast, de laisser des étoiles, ça nous aide beaucoup à progresser. Et puis nous, on vous retrouve d'ici une dizaine de jours pour le prochain épisode. À plus, salut Thomas. Merci beaucoup, ciao. Salut. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio.
Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecause.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.